Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Si vous souhaitez acheter un bien immobilier en Espagne, vous devez savoir quelque chose. Un grand nombre de constructions sont illégales, que ce soit des appartements ou des maisons. Alors pourquoi il en existe autant ? Comment s'en prémunir ou limiter les risques au maximum ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. L'Espagne, c'est différent de la France. Pour ça, je vous renvoie à mon épisode numéro 1 qui s'intitule « Les Espagnols veulent m'arnaquer » et qui porte sur les différences culturelles entre la France et l'Espagne. Et ça, c'est vraiment une différence très importante. Les Espagnols, et moi j'adore l'Espagne, j'adore les Espagnols, c'est vraiment mon pays de cœur. Ils sont un petit peu moins rigoureux sur les aspects administratifs parfois que les Français. Et c'est en partie pour ça qu'on va avoir ce décalage sur les constructions illégales. Nous, en tant que Français, on parle d'une construction illégale. Tout de suite, on va lever les bras au ciel, on va dire « Non, mais attendez, une construction illégale, mais c'est illégal, c'est pas possible. » Bon, ici, c'est possible. Moi, j'ai vu absolument de tout. Pour des appartements, j'ai vu des balcons qui ont été fermés sans autorisation ou des terrasses qui ont été fermées. J'ai vu des constructions de pièces à vivre sur un attico. Un attico, c'est un appartement au dernier étage. Il y a un client qui a acheté un attico et puis la salle de bain avait été construite sur la terrasse. Donc vraiment, ils ont rajouté une salle de bain. Évidemment, sans salle de bain, l'appartement perd tout son intérêt parce qu'il fallait tout réaménager dedans. Donc, j'ai vu vraiment de tout. Pour des maisons, j'ai vu des agrandissements ou des extensions non déclarées. Moi, ça fait 17 ans que je fais ça, donc j'ai vraiment vu de tout. Je suis très, très rodée et vaccinée. Donc, la première chose que je dis à mes clients, c'est quand vous visitez le bien... Déjà, il faut le visiter. J'ai fait d'ailleurs un épisode en vous disant si vous achetez une maison sans la visiter, que ce soit une maison ou un appartement, c'est no way, c'est juste pas possible. Pour cette raison-là, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises et faire confiance au fait que tout a été déclaré, ça ne se passe pas comme ça ici en Espagne. Alors, comment bien faire les choses si vous souhaitez construire légalement ou faire une extension ou faire des travaux d'aménagement ? Déjà, la première chose à faire, c'est de se faire accompagner par 2 professionnels. Un architecte, qui va être le technicien qui va vous faire les plans, qui va déclarer ce qu'il faut déclarer à la mairie, avec le paiement des taxes correspondants, et surtout qui va attirer votre œil et votre attention sur structurellement ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Et puis ensuite, il faut vous faire accompagner aussi d'un deuxième professionnel qui est un avocat. Pourquoi ? Tout simplement pour vous informer de vos obligations et de vos droits et des démarches à faire pour être dans les règles et pour faire les choses correctement. Notamment, il va falloir passer par un notaire, enregistrer ces modifications au cadastre, puis au registre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi on a autant de constructions illégales en Espagne ? Eh bien, maintenant que vous savez comment bien faire les choses, la grande majorité des Espagnols, ou du moins, il y a peut-être moins maintenant, mais il y a 10, 15, 20 ans en arrière, les personnes souhaitaient économiser les frais d'architecte, les frais d'avocat, les frais de notaire, les frais de registre, parce que si on veut bien faire les choses, je vous ai nommé plusieurs professionnels, plusieurs organismes, l'architecte, le notaire, l'avocat, le registre, le cadastre. Tout ça, évidemment, pour se faire accompagner par ces personnes et faire enregistrer des modifications auprès de ces organismes, ça a un coût. Donc, les gens souhaitent économiser ces coûts et du coup, ils ne font pas les démarches. Et c'est aussi, en grande partie, la raison pour laquelle on se retrouve dans ces situations-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et là, encore une fois, on est sur différences culturelles. Souvent, on va vous apporter 2 arguments. On va vous dire, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que
Votre vendeur, il a dû très certainement acheter avec la construction illégale. Il ne s'est jamais posé de questions sur cette construction. Ou alors, c'est lui qui a fait la construction illégale il y a 25, 30 ans. Et il vous dit, oui, ça a toujours été comme ça, personne ne m'a jamais rien dit, il n'y a pas de risque. Bon, c'est vrai ou pas, on va le voir après dans les exemples que je vous ai préparés pour cet épisode. Mais en tout cas, s'il y a une construction illégale, il faut en être informé d'une part, mais d'autre part aussi comprendre les conséquences et les risques que cela peut engendrer. Et puis, il y a une autre phrase que disent beaucoup les Espagnols, c'est « todo está bien », ça veut dire « tout est OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lézard ». Bon, mais parce qu'eux, ils ont une culture beaucoup plus relaxe et moins rigoureuse que nous, il y a un petit peu plus de laxisme. Et nous, on est beaucoup plus carré sur plein de choses, même parfois à outrance. Le français n'est pas très flexible sur beaucoup de choses. Donc, il y a parfois ce choc culturel qui va dire « Attendez, vous me vendez un appartement, moi je vais l'acheter 500 000 euros dans Gracia. » Enfin, il est hors de... Dans Gracia, c'est un des quartiers de Barcelone. Il est hors de question que je prenne un risque, quoi que ce soit, sur une construction illégale. C'est votre droit. Il n'y a pas de souci. En revanche, eux, eh bien, ils vont vous vendre comme ça. Il y a une chose aussi qui est une petite particularité en Espagne, c'est qu'en règle générale, on n'a pas de plan et le vendeur n'a pas l'obligation de vous fournir un plan. Sauf si vous achetez du neuf. Si vous achetez du neuf à un promoteur, là, c'est différent. Mais si vous achetez un bien de seconde main, les plans, notamment si c'est un bien dans la ville de Barcelone, on a des immeubles qui datent de 1800, 1900. Enfin voilà, ils vont dire « mais j'ai jamais eu de plan » ou « j'ai pas de plan » ou « je sais pas où ils sont ». En tout cas, la loi ne leur oblige pas à vous fournir un plan. Donc, ça complique les choses parce qu'on n'a pas de document sur lequel s'appuyer pour savoir si ça s'était construit ou pas. En fait, on va avoir accès à deux informations. Le cadastre, donc les mètres carrés qui ont été déclarés au cadastre, et puis le registre. Sachant que ces deux organismes ont des façons différentes de calculer les mètres carrés et donc parfois, on n'a pas non plus la même surface entre ce qu'indique le cadastre et ce qu'indique le registre. En soi, c'est pas très grave. À partir du moment où on a 5, 10, 15, 20 mètres carrés de différence, ça peut s'expliquer parce qu'un organisme va compter le balcon, l'autre pas. En revanche, si on a beaucoup plus de mètres carrés de différence, il faut se poser vraiment la question et se demander si toutes les surfaces qu'on a visitées ont été déclarées à un moment ou à un autre. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous ai préparé 2 exemples dans cet épisode. Le premier exemple, c'est une cliente qui souhaitait acheter un appartement dans Barcelone et il y avait un balcon ouvert qu'elle souhaitait fermer. Pourquoi ? Parce que l'appartement était vraiment petit et donc elle souhaitait grignoter et gagner des mètres carrés sur ce balcon. Notamment quand elle avait visité l'appartement, elle avait vu que les voisins du haut et ceux qui étaient encore à 2 ou 3 étages un peu plus haut avaient déjà fermé le balcon. Donc, elle se disait que c'était possible d'une part et d'autre part, eh bien, le vendeur et l'agence immobilière nous avaient dit « oui, fermer un balcon, il n'y a pas de problème ». Or, dans ce cas précis, c'était pas vrai. C'était pas vrai, pourquoi ? Parce que pour fermer un balcon, il y a 2 choses différentes à prendre en compte. La première chose, c'est qu'il faut demander l'autorisation de la copropriété. Alors, la première version que l'agence nous avait dit, c'est que le vendeur avait eu cette autorisation dans le passé, il y a plusieurs années, il y a même une dizaine d'années, mais que il cherchait les documents et il allait nous apporter le document. Parce que s'il y a une autorisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un procès-verbal d'assemblée générale dans lequel il est indiqué que cet appartement a demandé de fermer son balcon. Ça a été présenté à l'assemblée générale et les copropriétaires ont voté que oui ou que non. Donc je dis, ok, très bien, s'il a eu l'autorisation, fournis-moi le procès-verbal. Même s'il y a 10 ans, il y a un syndic de copropriété qui a les livres avec tous les procès-verbaux qui ont été approuvés depuis le début de la copropriété. Donc envoie-moi une copie de cette autorisation. Bon, et en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a jamais eu d'autorisation. La deuxième version de l'agent immobilier, c'est non, mais dans cette copropriété, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas besoin d'autorisation parce que c'est déjà préautorisé. Alors, c'est déjà préautorisé, ça n'existe pas. C'est-à-dire que soit les statuts de la copropriété autorisent déjà de fermer les balcons, auquel cas, très bien, ou soit si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut demander l'autorisation. Donc, je demande les statuts de la copropriété pour vérifier qu'on puisse bien fermer le balcon.
Je vous cache pas que je n'ai rien reçu, ni autorisation, ni statut de la copropriété. Silence radio de l'agence, en fait, c'était du bluff. Le vendeur n'avait pas l'autorisation de fermer le balcon. Or, l'agence, qui est espagnole à 100%, et le vendeur aussi, nous dit « Non mais attendez, tout le monde fait ça ici. En fait, vous n'avez pas besoin de... Vous vous prenez un petit peu la tête en demandant l'autorisation de la copropriété. » C'est pas qu'on se prend la tête, c'est que la loi, elle, l'oblige à faire ça. Et moi, en tant qu'avocate, je suis obligée d'informer mon client en lui disant « Écoutez, pour fermer votre balcon, il faudra demander l'autorisation de la copropriété. » Après, que vous le faites ou que vous le faites pas, c'est votre problème. Moi, je suis pas votre maman. Je vous explique la loi, je vous explique ce qu'il en est. Et je vais vous expliquer du coup les conséquences et les tenants aboutissants du fait de fermer le balcon sans l'autorisation. Si vous fermez le balcon, c'est quand même des travaux importants, donc vous allez engager des frais. Et puis si demain la copropriété vous dit « Vous n'avez pas demandé l'autorisation de la copropriété, il faut rouvrir le balcon », vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc, il faut faire attention. Et encore une fois, moi, je suis juste là pour vous expliquer la loi et les conséquences. Après, c'est à vous, en connaissance de cause, de prendre votre décision. Parce que j'ai des clients qui, bien informés, m'ont dit « Ok, je tente. Je ferme mon balcon. Si on me demande de l'ouvrir, je le rouvrirai. Et si on me demande jamais de l'ouvrir, mon balcon, il est fermé. » Pas de souci. Mais sachez qu'il faut obtenir cette autorisation. La deuxième chose à faire quand on veut fermer un balcon, c'est demander un permis de fermeture du balcon à la mairie. D'accord ? Donc ça, selon eux, il n'y en avait pas besoin, puisqu'ils le font sans la copro. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'embêter de le faire avec la mairie ? Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait checké avec un architecte. Et dans ce quartier de Barcelone, le plan d'urbanisme prévoyait effectivement qu'il fallait l'autorisation de la mairie. Après, on est toujours sur du pas vu, pas pris, c'est-à-dire que là, c'était un balcon qui donnait, on appelle ça Barcelone. Barcelone est quadrillée, la ville de Barcelone est quadrillée avec les rues. Et donc, si le balcon et l'appartement donnent sur l'intérieur d'un petit carré, ce qu'on appelle el patio de la Illa, là, la mairie, elle ne peut pas faire d'inspection visuelle puisque les inspecteurs qui font des inspections ne peuvent pas rentrer dans ces petits carrés. Donc, effectivement, pas vu, pas pris. Mais en tout cas, sachez qu'en règle générale, il faut ces deux autorisations, la copro et la mairie. Et puis, sur un autre exemple, qui là, on sortait de Barcelone, on est sur une maison. Mon client avait acheté une maison, il l'avait achetée sans moi. Bien que ce soit un client habituel, cette fois-ci, c'était une petite maison dans une campagne dans la province de Tarragone. Donc, il s'était dit, bon, c'est un petit investissement, je ne vais pas mettre Audrey sur le dossier. Sauf qu'il y avait donc la construction principale qui était la maison qui était en dur. Et puis, au fond du jardin, il y avait des petits cabanons qui avaient été construits en bois. Alors, certes, c'était en bois, mais c'était quand même sur une dalle de béton. Et puis, pour un autre dossier, il vient me voir et il m'explique qu'il a fait cet investissement, pas de souci. Et il me parle de ces cabanons en bois. Et il me dit, voilà, Audrey, en fait, je m'aperçois que les cabanons en bois n'avaient jamais été déclarés, ni au cadastre, ni au registre. Et aujourd'hui, je veux revendre ce bien. Et l'acquéreur me demande les papiers de régularisation des cabanons en bois. Donc, certes, moi, je revois les documents, je m'aperçois que juridiquement, ces cabanons en bois n'ont pas de réalité juridique. Ils n'existent pas, ni au cadastre, ni au registre. Or, la chance qu'on avait dans ce dossier, ce n'est pas le cas pour tous les dossiers, mais là, la chance qu'on avait, c'est que sur cette parcelle n'avaient pas encore été épuisés tous les mètres carrés constructibles autorisés par la mairie. Donc, on a pu régulariser la situation en faisant venir un topographe qui a mesuré la parcelle, qui a mesuré toutes l'édification principale, mais aussi les cabanons, un architecte qui nous a fait un certificat avec les mètres carrés. Ensuite, on est passé devant le notaire et devant le cadastre, puis on a tout inscrit au registre. Donc, ça a eu un coût, effectivement, qu'on aurait pu, si mon client avait acheté avec moi, on aurait pu le répercuter au vendeur en disant « Écoutez, nous, on veut bien acheter, mais les cabanons ne sont pas déclarés, comment est-ce qu'on fait ?» Et là, on rentre dans une négociation. Soit vous prenez tout à votre charge, soit le vendeur prend à sa charge, soit on fait moitié-moitié entre les parties. Mais au moins, le lièvre est levé au moment de votre achat. Bon, là, pas de chance, ils ont acheté tout seuls. Et puis, à la revente, c'est là que l'acquéreur leur a dit « Attendez, vos petits cabanons, c'est très pratique et moi, je veux les acheter, mais je les achèterai quand ils auront une réalité juridique. » Donc, voilà.
Petite chose à savoir, et c'est bon à savoir sur toute cette thématique des constructions illégales en Espagne, c'est la prescription administrative de 6 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une construction illégale reste illégale toute sa vie. En revanche, si ça fait plus de 6 ans qu'elle a été construite, ou bien vous avez une facture, ou bien vous avez un document qui prouve que ça fait plus de 6 ans que ça a été construit, le risque est limité. Pourquoi ? Parce que la mairie ne pourra plus rien vous dire. Parce qu'elle a une prescription de 6 ans. Donc, au bout de 6 ans, la mairie ne pourra pas vous demander de démolir un agrandissement, une extension ou de faire quoi que ce soit. En revanche, si vous êtes dans une copropriété, il n'y a pas de prescription civile au niveau de la copropriété. Donc, la copropriété, à n'importe quel moment, pourrait vous demander de remettre en l'état. Ça, c'était le petit bon à savoir sur ce sujet-là. On en a fini pour aujourd'hui sur les constructions illégales en Espagne. Vous avez vu que c'était très, très courant. C'est très possible que vous achetiez un bien ou une maison avec une construction illégale. Il faut savoir où vous mettez les pieds. C'est ma seule grosse recommandation pour que vous puissiez vous engager en connaissance de cause. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à mon podcast ou à mon canal YouTube. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes ou de recommander aussi ce contenu et mon podcast à d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour soutenir mon travail. Je vous remercie et je vous dis à très vite.